Eh bien, bonjour à tous pour cette 35e conférence du dernier mardi du mois. J'ai le plaisir pour cela d'accueillir le professeur Isabella Anesi Maisano, qui est une épidémiologiste renommée sur la partie environnementale, avec déjà beaucoup collaboré, et qui va nous parler des polluants, le nouveau polluène, le nouveau visage de l'allergie respiratoire. Alors, comme d'habitude, très très rapidement, quelques mots sur la FHU Respire, donc qui est un projet qui a été retenu dans le cadre d'un appel d'offres porté par le G4, qui est labellisé pour une durée de 5 ans, donc jusqu'au 31 décembre de cette année, en sachant qu'on espère avoir l'année de prolongation et pouvoir poursuivre avec une nouvelle FHU. Les objectifs de cette FHU Respire, c'est d'avoir des relations fortes entre hôpital, université, unité de recherche dans l'interrégion Nord-Ouest pour stimuler la recherche médicale sur la thématique de la santé respiratoire et améliorer cette dernière par une approche intégrée prenant en compte les caractéristiques de l'hôte dès l'enfance, l'environnement et les pathogènes et l'interaction entre ces trois composants au niveau pulmonaire. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail des différents partenaires de la FHU. Depuis quasiment le départ, nous organisons donc des conférences du dernier mardi du mois, dont l'objectif est de discuter d'un sujet, d'un projet, d'une avancée, d'un outil, d'une technologie. Elles sont orientées au grand public ou réservées aux professionnels de santé. Et elles sont le dernier mardi du mois ou un peu plus tôt, comme cette fois-ci, il y a des vacances scolaires. Donc, c'est en visio sur Zoom avec un temps de présentation entre 30 et 45 minutes pour un temps d'échange et de questions, en sachant que l'objectif est que tout soit terminé pour 14 heures pour que chacun puisse revaquer à ses occupations. Voilà, l'événement est diffusé au niveau des quatre FHU. Je vous rappelle qu'il n'y en aura pas de dernière conférence du mois le mois prochain, puisque ce sera le jour de notre journée scientifique, où on se retrouvera tous en présentiel. Et puis, si vous avez des idées et des envies pour le programme 2026, n'hésitez pas. On a remis la petite publicité, hein, et le programme complet pour cette 5e journée de la FHU Respire va être diffusé très très prochainement puisqu'il a été validé ce matin. Et je vais arrêter là. Je rends la main à Isabella pour qu'elle puisse repartager son écran. Oui, ok. Voilà, je partage. Bonjour à tous. Est-ce que vous voyez l'écran? Oui, C'est parfait. super. Alors, tout d'abord, vraiment, merci pour cette invitation. Moi, je suis épidémiologiste et j'essaie de faire de la santé publique et les initiatives comme celle de Respire sont bien évidemment très importantes, notamment dans le cadre de conférences de ce type. Donc, je vais vous parler de polluène. J'avoue que je ne sais pas encore s'il faut un S ou pas, parce que pollen, en général, c'est singulier. Mais vous verrez, peut-être deux S, c'est bien. Je n'ai pas de conflit d'intérêts, sauf ceux avec des institutions publiques, notamment des comités éthiques. Et je suis éditeur de section de deux journaux, dont un assez important dans la thématique environnement santé, l'ERJ, et puis le journal de l'Union tuberculose et lung disease. Alors, je vais vous parler de polluène comme le mot l'indique, c'est un acronyme pour dire rencontre entre polluant et pollen. Et finalement, pour parler de cette rencontre, bien sûr, j'ai besoin de vous parler un petit peu des allergies respiratoires, de ce que chacun de ces facteurs fait à ces allergies, et puis de tenir en compte le réchauffement climatique, parce que c'est un acteur majeur dans cette transformation. Donc, c'est une montée en flèche, comme on dit, de ces allergies respiratoires depuis les années 60. On pourra discuter tout à l'heure du pourquoi. On a pratiquement peut-être 400 000 millions d'asthmatiques. Ce sont les données GINA OMS. Presque 500 000 décès par an.
et c'est une mortalité évitable. D'ailleurs, elle se produit là où il y a des problèmes de système sanitaire et on a 1 milliard d'asthmatiques et allergiques dans le monde. Sans aller dans le détail, 12% des personnes en souffrent au moins une fois par mois. En 2030, un Européen sur deux sera allergique avec l'asthme qui aura une position prépondérante. Et en 2050, d'après l'OMS, une personne sur deux sera allergique. Alors, pour les dessins, c'est ma petite fille qui les a faits. J'ai bien aimé quand elle m'a proposé de m'aider dans ma recherche. Donc, quelques données très de base et importantes. L'allergie respiratoire, c'est une maladie multifactorielle et bien évidemment multifactorielle dans le cadre de son développement, mais aussi dans le cas de ses aggravations. Et aujourd'hui, on va regarder un petit peu les aggravations. Et parmi les facteurs reconnus des aggravations, on a la pollution, les allergènes et aussi la température haute ou basse. Je vous parlerai un petit peu des liens qu'on connaît entre ces facteurs et les exacerbations d'allergies respiratoires. Et puis, je terminerai. Vous me coupez, hein, je suis une bavarde, donc il faut me donner un petit peu, faut me dire d'arrêter, parce que je trouve que c'est important de parler de santé publique, mais aussi des répercussions, des conséquences au niveau de la clinique et bien sûr des propositions de remédiation. Alors, très rapidement, on connaît très bien maintenant le rôle entre pollution et asthme. Et puisque je m'occupe surtout d'asthme, c'est là qu'on a le plus de papiers de qualité hein, qui nous permettent de parler d'évidence. Il y a plusieurs polluants qui ont été mis en relation, notamment les fameuses particules. Vous les avez ici sur la droite. Vous avez un cheveu et des particules de plus en plus petites qui rentrent dans les bronches et puis même elles vont plus loin dans la circulation du sang, mais c'est pas l'objet d'aujourd'hui. Et puis on a le dioxyde d'azote, NO2, l'ozone, black carbone. Les effets sont inflammatoires, des effets sur la sensibilisation, la réduction de la fonction respiratoire est très important et il y a des liens à la fois avec les exacerbations et le développement. Et l'évidence vient du fait, au début, vraiment, quand on parlait les enfants qui habitaient à côté des boulevards avec beaucoup des axes à circulation importante par rapport aux autres. Alors, le mécanisme, je vous donne un mot qui plaît beaucoup, hein, très à la mode. Maintenant, il y en a deux, hein, mais les deux sont à la mode. Disons, pour les particules, il y a le phénomène de l'allumage, on pourrait dire, de l'inflammation et parmi les différentes cellules. Dernièrement, on s'intéresse à cette cellule, on considère comme un capteur du dommage au niveau cellulaire, qui est, le nom est là, NRLP3, Nucleotide Binding Domain, Leucine Rich Repeat Protein. Bon, très compliqué. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, elle a à l'origine d'inflammation et de cytokines que nous connaissons très bien, IL-6, IL-1 bêta, IL-18. Et puis l'autre mécanisme, c'est avec le black carbone, lui, il intervient plutôt en termes de méthylation et expression des gènes de l'interleukine 4, donc à l'origine de la production de la cascade allergique. Tout ça pour vous dire, en fait, il y a deux mécanismes. Un, c'est inflammatoire et l'autre, c'est allergique, parce que c'est ça dont on doit parler. Alors, quelques données, mais comme ça, vraiment un peu bradées. Il y a 4 millions sur asthme et allergie, 4 millions de nouveaux cas d'asthme pédiatrique qui peuvent être attribués aux polluants du trafic automobile, NO2, le dioxyde d'azote. Et, euh, et ce qu'on sait, c'est que, ben, évidemment, on a même mesuré qu'il y a une augmentation de 17% si on est exposé à la naissance
à ce trafic. Mais ce qui est plus important, c'est que c'est le cas, vous avez sans doute lu que le tribunal anglais avait reconnu qu'il y a eu un décès par asthme. C'était une petite fille qui s'appelait Lakissi Debra. Sa maman, elle parcourt le monde hein, pour sensibiliser à cette problématique et un calcul a été fait par les Anglais sur le fait qu'à Londres, hein, cette pollution est à l'origine de, pardon, 8 cas, moi j'aurais jamais pensé, de décès dus à la pollution. Alors la caractéristique aussi de cette pollution, c'est que elle agit à petite concentration, ça c'est une publication récente pour les crises d'asthme, mais aussi dans le cadre du développement de l'asthme, et ça c'est une revue qui est très très citée parce que méta-analyse faite comme il faut pour montrer que dans des cohortes de nouveau-nés, que être exposé à l'asthme était un facteur de risque, pardon, à la pollution de l'asthme. Alors maintenant, moins connu, pollen et asthme. Les allergènes qui ont été mis en cause dans l'asthme sont les graminées, le bétulacées et puis l'ambroisie. Le mécanisme, bien sûr, est basé sur les IgE et évidemment, ceci se passe pendant la saison des pollens. Alors, les cliniciens connaissent bien ce phénomène, mais on avait du mal à trouver des données scientifiques. Donc, j'ai fait avec des gens une recherche dans la littérature et ce qu'on a pu trouver, c'est que il y avait une association significative à partir des études existantes entre exposition aux graminées et crise d'asthme grave. Alors, vous voyez, il y a très peu d'études et c'était notamment chez les enfants et à 2 jours après le pic de pollen. Il y a aussi, mais c'est beaucoup plus rare, des données qui montrent que finalement, il y a aussi un effet à long terme. Mais bon, il faut être très prudent. J'ai trouvé deux ou trois études et je vous ai mis ici la plus récente qui montre comme une maman exposée au pollen pendant la grossesse, un risque accru d'avoir un enfant asthmatique plus tard dans la vie. Donc, maintenant, voyons ce qu'était la pollution pollen euh, induit. Et bien évidemment, il faut dans cette équation mettre aussi le changement climatique. Je présente tout le temps cette diapo, c'est un article du Monde qui nous dit qu'en 2024, ben, on a vraiment exagéré. Le seuil de 1,5 degrés a été franchi en 2014, donc beaucoup plus qu'attendu. Et ce dépassement est à l'origine, d'après les modèles qui ont été faits, d'impact irréversible sur écosystème, société humaine et climat, non seulement santé. Mais en termes de santé, ben, je ne sais pas si vous êtes bien placé pour savoir qu'à la fois trop chaud, trop froid, c'est pas bon pour notre poumon. Et notamment, le chaud est à l'origine d'inflammation des voies aériennes, de déshydratation, de dyspnée. Ce sont des données un peu éparses, mais tout ça arrive à une prédisposition, on pourrait dire ça, du poumon à accueillir plus facilement des agents extérieurs comme les pollens. Alors, maintenant, on va un peu voir dans le détail l'équation dont je vous parlais. Quand le temps extrême rencontre le pollen, ben, il y a plein de choses qui se passent. Il y a une distribution différenciée de la végétation. Il y a un changement dans le début et la durée de la saison des pollens. Il y a plus d'allergènes, de pollen dans l'air, mais aussi d'allergènes. Et puis, bon, il y a deux autres phénomènes dont je ne vais pas parler, sauf si vous êtes intéressé.
quoique j'ai une diapo, il y a les phénomènes de l'asthme d'orage qu'on a eu, hein, et même en France. Et puis il y a cette histoire qui est passionnante, mais presque philosophique. En fait, les pollens n'aiment pas la sécheresse, donc ils deviennent plus allergéniques. Et ici, en bas, vous avez les espèces pour lesquelles il y a des données, hein, notamment beaucoup sur les graminées, mais aussi sur l'ambroisie, sur la bétulacée, sur les oliviers. Alors, qu'est-ce qui se passe du fait de tous ces phénomènes? Eh bien, c'est que plus d'allergénicité ou plus de pollen est à l'origine d'un développement de nouvelles sensibilisations ou de exacerbation de la pathologie. Alors, pourquoi ça? Là, je vais vraiment très vite. Les pollens, les plantes, en fonction de la météo, se déplacent là où le climat est adapté, s'adaptent au nouveau climat ou disparaissent. Et donc, de ce fait, des plantes là où on ne les avait pas avant, des nouveaux pollens et des nouveaux allergènes. C'est une projection, celle-ci, faite par l'IRA sur le chêne vert. Maintenant, et puis, c'est en 2100, pardon, c'est décalé. Et ce qu'on aura à la fin de ce siècle, des calculs similaires ont été faits pour d'autres plantes. Disons, la température fait que les plantes iront loin. Il y a aussi des saisons polliniques plus longues, voire anticipées, plus de pollen en nombre, plus d'allergènes, plus de pollen inattendus. Et je vous montre, ça c'est un article Science, un peu vieux, mais beau. Ils avaient étudié toutes les plantes de Kew Garden, pour ceux qui connaissent un petit peu Londres, et vu qu'il y avait 5 jours de décalage dans la saison et 16% des plantes qui pollinaient avant. Données des États-Unis, Californie, pour dire que là aussi, il y a, et ici c'est beaucoup plus que l'étude anglaise, jusqu'à 8 semaines en 17 ans de suivi, hein, d'anticipation de la saison. Et puis pour la France, ben, cette année, hein, regardez, d'une semaine à l'autre, c'est le mois de février, en général, pas de pollen, on s'attendait, et bien, d'un coup, toute la France est couverte et 30 départements en alerte, comme on voyait à ce moment-là. Maintenant, vous avez vu, il n'y a plus de nouvelles sur le pollen parce que l'RNSA, le Réseau national de surveillance biologique, a été fermé. Et donc, il n'y a plus ce type de données. Alors, je vous ai parlé aussi de plus d'allergènes. Regardez ici, c'est une étude assez classique. À gauche, vous avez, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais à gauche, vous avez disons, le nombre de pollen, hein, qui varie en fonction du CO2, hein. Et puis à droite, beaucoup plus net, l'allergène correspondant, c'est le cas de l'ambroisie, qui augmente avec le CO2. Donc, un effet du CO2 sur le pollen. Pardon, ça c'est... Et ça, je n'en parlerai pas, mais si vous voulez, j'ai la diapo qui est prête. Alors, quand le pollen rencontre le polluant, alors maintenant, il y a des pollens qui sont plus allergéniques, plus d'allergènes dedans. Et il y a cette rencontre que je vous montrerai avec des photos, donc vraiment une belle évidence. Et puis moins connu, bah, par exemple, si la pollution, ce sont les feux de bois, eh bien, il y a une interaction aussi entre pollen et fumée. Et bien sûr, tout ça est à l'origine d'asthme. Alors, plusieurs études, nous l'avons écrit dans notre article sur l'exposome de l'asthme et des allergies, montrent que en fonction des polluants, on arrive
a mesuré la majorité des études a porté sur l'ambroisie, mais en tout cas, une augmentation de l'allergène de l'ambroisie à 1,1. Et en revanche, voilà le polluant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a deux phénomènes. Dans le cas des particules que je vous ai montré tout à l'heure, la, la libération des allergènes a comme effet, d'un côté, euh, le fait que la particule devient un vecteur de l'allergène, soit par absorption, soit par adhésion. Et de l'autre côté, à gauche, quand l'allergène, l'aérosol allergénique est vraiment très petit, inférieur à 1 micron, ben on a un aérosol qui devient allergénique. Et voici quelques photos où vous avez les allergènes des pollens, mais aussi là, il y a latex, bêta-glucane, etc., qui sont liés aux particules qui sont transportées dans l'air. Et à droite, vous avez aussi l'inverse des morceaux de particules qui sont sur un pollen qui est beaucoup plus grand. Dans le cas de gaz, du dioxyde d'azote, on a un deuxième phénomène, c'est que ben, le pollen n'aime pas le spray du polluant. Donc, regardez ce qui se passe. L'actine, qui est la membrane extérieure du pollen, s'abîme et puis se casse. Et du coup, on a libération de ce qu'on appelle les PCG, les granules du pollen cytoplasmique du pollen. Et ces granules sont tout petits. Et ces granules rentrent, une fois que le sujet inhale, hein, au niveau des bronches, alors que d'habitude le pollen il est gros et il s'arrête au niveau des voies aériennes supérieures. Il y a aussi, mais là c'est moins documenté, c'est vraiment plutôt des études tout à fait respectables, mais de compréhension des mécanismes. Si vous êtes intéressé pour à mieux comprendre, en fait, il y a une modification de la composition des propriétés chimiques des macromolécules comme les protéines, les lipides, etc., une fois que le pollen rencontre la, euh, le polluant. Évidemment, ceci à l'origine ensuite d'une modulation de la réponse immune et au niveau cellulaire et moléculaire, mais moi je suis épidémiologiste, je n'ai pas de données que je peux, au niveau de la population générale ou des patients, que je peux relier à ces études un peu savantes qui ont décrit ces phénomènes. Cette revue, hein, parue dans l'atmosphère, elle est très très longue. Il y a beaucoup de citations, beaucoup de publications, mais très biologiques et donc leur application dans des contextes contrôlés, donc retourner sur la Terre, disons, c'est compliqué. Comme je vous l'avais énoncé, il y a aussi cet effet cette interaction entre fumée de feu sauvage et allergie respiratoire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la fumée peut porter les pollens et plein d'autres choses, hein. Et évidemment, ben, il transporte pollen, mais la fumée, c'est un irritant puissant. Donc, ça fait que l'effet, il y a un effet synergique, l'effet des pollens sur un poumon qui a rencontré la fumée du tabac est plus important, est très importante. Et il y a malheureusement très peu de données sur ça, hein, sur cette interaction. Mais c'est toujours une rencontre polluant-pollen. Alors ça, c'est un schéma sur la droite
vous avez que bah, il y a plus de pollen, saisons différentes, et puis aussi le phénomène de l'asthme hein, à l'orage. Et ce qui nous intéresse un peu plus, c'est sur l'agro. Donc, puisqu'il y a une production augmentée de pollen et aussi d'allergènes polliniques, il y a aussi un effet sur ces pollen associated lipides qui sont les palmes pour aller ensuite à la formation d'allergènes qu'on appelle nitrés, hein, permettez-moi le terme, et qui sont bien sûr à l'origine d'une réaction qui est sous-jacente, l'asthme, la crise d'asthme ou l'aggravation de la situation asthmatique, indépendamment du type de contrôle. Parce que c'est ça qui se passe. C'est que le sujet, il est contrôlé, mais il y a un phénomène. Je suis navrée pour la qualité de cette diapo, mais ça, c'est pour montrer que ça peut se compliquer davantage. Alors ça, c'est des données pour la France, 8 villes en France, et où on a utilisé aussi la notion de occupation des sols, l'ANCOV, comme on dit en anglais. On avait la température, la saison, le pollen, la pollution, et chaque colonne représente une année. Hein. En bas, c'est janvier, tout en haut, c'est décembre. Et selon la couleur, on est dans un cluster. Alors, c'est un calcul très compliqué, mais la synthèse est facile. Ici à gauche, vous avez Paris, à droite, vous avez Reims. Et ce qu'on a trouvé, c'est qu'il y avait plus de clusters 5, c'est le bleu, hein, dans les zones urbaines pour toute la France, comparé aux zones rurales, quand on tenait en compte le croisement, la synergie polluant-pollution, et le climat, le mois de l'année et l'occupation des sols. Alors, bien sûr, je suis en train presque de terminer. Pardon. Il faut tenir compte de deux phénomènes. C'est la vulnérabilité et la susceptibilité. Et les enfants, je vous répète pas, tout le monde sait que les enfants sont plus susceptibles. J'insiste sur le volet vulnérable. En fait, les enfants, de facto, sont plus exposés à ce polluant euh, parce que ils jouent à certains endroits, certaines heures pendant certaines périodes de l'année. Hein. Mais la vulnérabilité, c'est aussi le fait d'appartenir aux classes sociales moins favorisées. Ici, c'est un article que nous avons euh, publié pour proposer hein, les activités donc, qu'il faut arrêter, celles qu'il faut en fait encourager à différents niveaux. C'est simplement pour montrer, on parle de plus en plus de niveau individuel d'action, niveau familial, niveau de la communauté. La communauté, ça peut être aussi une ville. Hein. Et puis, bien sûr, niveau global, sociétal, gouvernement, Europe, etc. On pourra y revenir si vous voulez. Et quand on parle de vulnérabilité, bien sûr, il faut penser aux pays en voie de développement. Il y a eu cet article important de Kevin Martin qui travaille beaucoup hein, en Afrique où il dit ben, finalement ces pays hein, cumulent tous les risques hein, parce que environnementaux, plus de pollution, aussi à l'intérieur des locaux avec la biomasse, plus de vulnérabilité climatique, chaleur, sécheresse, tempêtes de sable, etc. Et puis, enfin, une limitation de l'accès
à la prise en charge. Et là, c'est quelques exemples, hein, ça existe, heureusement, on étudie ça et on publie sur ça. Et la dernière ligne, c'est pour la Chine, pardon, où ils ont trouvé que quand il y avait trop de PM2,5 et beaucoup de pollen, ce qu'ils appellent le pollen sévère, il y avait un contrôle moins bon de l'asthme et donc tout ça, c'est en Chine avec une population fantastique, pour ainsi dire. Alors, je termine pratiquement en mélangeant la santé publique et les implications cliniques. C'est un peu dans mes rêves, hein. Moi, je voudrais qu'il y ait une surveillance avec des applications ou au niveau de la ville, des pollens, de la pollution et du temps, hein, qui sont faits ensemble, notamment ça, des mesures qui sont faites là où il y a les individus qui sont plus à risque, les enfants, hein, l'école, les terrains de jeu. Finalement, si vous pensez, c'est ces endroits où maintenant la cigarette est interdite. Mais là, il faudrait qu'on ait même des mesures de pollution. Ensuite, bien sûr, il faut l'éducation des professionnels de santé et j'ai mis en jaune ce que le pollen peut engendrer dans la pratique clinique. Disons, il faut tenir compte de la variation des pollens, de leur allergénicité quand on veut, en faisant un diagnostic et puis surtout traitement, notamment dans le cas de l'immunothérapie, hein, parce que c'est très important la période à laquelle on l'a fait. Évidemment, éducation, parents, malades, professeurs, et puis au niveau ben, national ou des villes, parce que maintenant il y a ce réseau C40 de villes qui s'activent hein, pour lutter contre l'environnement qui est néfaste pour la santé, réduction des émissions et adaptation au climat. Alors, on peut réduire les pollens. Hein, peut-être il y en a qui sont un peu surpris. On peut empêcher qu'il y ait une monoculture hein, et qui ensuite est à l'origine d'un excès de pollen à certains endroits. C'est le cas ça n'a pas été le cas malheureusement à Lyon. Ils ont planté dans un parc seulement des bouleaux, que des bouleaux. Du coup, la population autour du parc, ben, comme ils sont à se plaindre, beaucoup plus d'allergiques qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a une dose, évidemment, d'allergènes qui est très individuelle et qui va déclencher des crises. Alors, dans le style mitigation, voilà l'article qui est en presse, dont je suis assez fière parce que c'est des recommandations sur comment on peut mitiguer l'effet de l'allergie au pollen. Pourquoi? Parce que finalement, je suis fière, parce qu'on a fait vraiment une étude très soignée de la littérature et on a utilisé Grade, Probe, vous savez, toutes ces standardisations qui sont désormais nécessaires pour faire des méta-analyses, considérer d'abord la sélection des papiers, puis méta-analyse, etc. Tout était bon, comme on dit. Et là, je vous fais que en vrac un petit peu une liste de ceux qu'on a trouvés comme ayant été utilisés, ayant eu plus ou moins un effet, une efficacité. Évidemment, au niveau individuel, on peut faire des choses. L'information sur le pollen, monitorage des instruments pour réduire, comme il y a un instrument qui s'appelle le masque dont vous avez entendu parler. Et puis, je n'irai pas dans le détail, mais disons, ce papier a tous les tableaux avec le niveau d'évidence, etc., etc. Et c'est très utile.
Alors, en épidémiologie, moi, je demande plus d'études qui tiennent compte des interactions et j'ai besoin d'un système qui me mesure bien hein, les expositions et puis dans le futur aussi des modèles. Et donc, j'ai conclu en disant qu'il n'y a pas de doute, hein, l'asthme est euh, influencé très et modulé aussi par la convergence de pollution, pollen et temps, hein, notamment maintenant que le temps, que le chauffement climatique s'intensifie et que ben, il faut protéger les gens malades et notamment les enfants et puis, comme je vous l'ai dit, aussi les populations vulnérables. Et j'étais à Cartagena, c'est la deuxième conférence globale sur la pollution et la santé, et où on s'est engagé pour faire baisser la pollution et il y a 50 millions, hein, c'est encourageant, de gens qui ont signé et beaucoup d'associations. L'idée, c'est de réduire le burden, comme on dit, de 50% pour en 2050. Alors, autre chose, voilà, ce que ça dit ChatGPT sur pollution, il ne connaît pas. Alors, il m'a proposé pollution, luminosité, environnement. Pourquoi pas? Moi, ça, pollution hier, environnement inclut les pollens et peut-être autre chose. Luminosité, on sait que ça a un effet sur le système immunitaire, mais j'ai trouvé que c'était une indication du fait, parce qu'il me dit qu'il faudrait vérifier avec la source qui n'existe pas, que même ChatGPT ne connaît pas le polluant, mais vous, maintenant, savez quelque chose à ce propos. Et je vous remercie. Merci beaucoup Isanella, c'était vraiment passionnant. Voilà. Alors, merci beaucoup Isabella pour cette Et conférence. moi, vraiment, merci pour Euh, l'invitation. Donc, vous pourrez la retrouver en replay. J'aurais bien remettre ma caméra. Vous pouvez la retrouver en replay très prochainement, ce que je le ferai d'ici la fin de la semaine. Je vous rappelle simplement que le prochain rendez-vous qu'on se fixe, ce sera le mardi 25 novembre 2025 pour notre 5e journée scientifique. Le programme complet va vous être envoyé, si tout va bien d'ici la fin de cette semaine aussi. Il a été validé ce matin au conseil scientifique, donc c'est tout frais. Et puis, on se retrouvera pour la prochaine conférence du dernier mardi du mois, le 27 janvier 2026. Donc, il va falloir être un petit peu patient. Et on est en train de constituer le programme. Donc, si vous avez des idées à partager ou des personnes que vous souhaiteriez inviter, n'hésitez pas à nous en faire part pour le partager auprès des autres membres de la FHU. Il me reste à vous remercier et puis à vous souhaiter une très belle après-midi, une bonne journée. Et moi aussi, Merci. Au merci revoir. encore Isabella. J'avais perdu la connexion, mais je l'ai retrouvée. Ah, Un très très grand merci pour ton intervention et puis une bonne journée à tous. Merci bien. Au revoir. au revoir, bonne journée.